Il est il a, les pieds au sol et les jambes fléchies. Si les investigations étaient faites correctement, l'objet avec lequel j'ai coupé aurait dû être retrouvé sur place. Quand je coupais, je m'étais dit: «Pourvu qu'il tombe pas d'un seul coup par terre». Si, les enquêteurs avaient fait leur travail correctement, ils auraient dû le trouver. Le gendarme dit à cette personne: «C'est drôle, j'ai jamais vu quelqu'un se pendre comme ça». Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, vous allez découvrir le témoignage de Sylvie. Sylvie a perdu son fils dans des circonstances dramatiques il y a quasiment 13 ans, c'était le 23 novembre 2013 précisément. Ce jour-là, son fils Louis, âgé de 14 ans, va nourrir la chèvre dans la ferme familiale qui est située à une centaine de mètres de là où il vit avec sa maman à Pontpoint dans l'Oise. Sauf que quelques minutes plus tard, lorsque Sylvie se rend à la ferme, elle découvre l'impensable. Louis est mort, il aurait mis fin à ses jours. Pendaison volontaire, c'est ce que conclut le médecin légiste, sauf que rien ne va dans cette affaire, rien ne va dans cette histoire. Et au fur et à mesure des mois et des années qui vont passer, des témoignages et des éléments vont s'accumuler. Le dossier qui avait été classé comme un suicide va être réouvert en 2021 pour homicide. Ça veut dire que le combat de Sylvie pour expliquer que son fils n'avait pas mis fin à ses jours a enfin été entendu 8 ans plus tard. Sauf qu'aujourd'hui, il y a cette question: qui a tué Louis? Qui est à l'origine de sa mort? C'est tout l'enjeu de l'enquête aujourd'hui. C'est aussi tout l'enjeu de cette vidéo. Vous allez voir qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé. On va mettre en avant tous les éléments étranges, en tout cas qui vont dans le sens d'un homicide dans cette affaire. Je ferai d'ailleurs à la fin de la vidéo un petit récapitulatif pour comprendre tous les éléments que l'on a aujourd'hui en notre possession. Il y a un élément important, on mettra l'accent dessus, c'est l'ADN. Je vous donne juste ce détail. On a trouvé un ADN en 2014, un ADN inconnu sur la corde en gros, et cet ADN a été retrouvé à une dizaine de kilomètres de là où s'est passé le drame, lors d'un vol à la roulotte. C'est quand même extrêmement étrange. Tout ça, ce sont des éléments que l'enquête a en sa possession, que les enquêteurs ont en leur possession, sauf que aujourd'hui, ça n'avance pas vraiment. Je vous propose d'écouter le témoignage donc de Sylvie qui revient sur tout ça. Je vous conseille d'écouter peut-être cet épisode comme un podcast. La connexion n'était pas forcément très très bonne pendant l'échange, mais ce qui est important, c'est ce que nous raconte Sylvie. Je vous laisse avec notre échange, c'est parti. Bonjour Sylvie. Bonjour Charlie, merci à vous de m'accorder de votre temps. Merci à vous de m'accorder aussi votre temps. Je suis tombé sur votre combat sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a abordé avant de lancer l'enregistrement. Sylvie, vous êtes la maman de Louis qui avait 14 ans lorsqu'il a été retrouvé le 23 novembre 2013 dans un corps de ferme familial qui est le corps de ferme de vos parents à Pontpoint. On est dans l'Oise. Il a été retrouvé décédé. L'enquête a conclu qu'il avait mis fin à ses jours. Il y a plein de zones d'ombre dans cette histoire. C'est pour ça que vous vous battez depuis 13 ans maintenant pour la vérité, parce que pour vous, il y a autre chose. Quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes, sont derrière la mort de votre fils. Vous allez nous expliquer votre ressenti et ce que vous pensez. Sylvie, avant, est-ce qu'on peut parler de Louis? Qui il était c'était qui comme garçon? Quel genre de garçon il était? Oui, c'était la vie. C'était la vie. C'était quelqu'un qui bouffait la vie, qui était très joyeux, quelqu'un qui faisait rire la galerie, qui n'avait pas de retenue vis-à-vis des gens qui connaissent ou qui connaissent pas. Il allait vers les gens, très convivial, très, très avenant. Il adorait les enfants, les personnes âgées. Moi, j'avais une maman, qui était invalide à 100%, hein, dans un lit médicalisé, et donc à 100 mètres de chez nous. Et il s'occupait de sa grand-mère. C'était incroyable, quoi. Et ça faisait des années que ça durait, quoi. C'était quelqu'un qui adorait les animaux. Combien de fois il m'a ramené un pigeon dont l'aile était abîmée. La dernière chose qu'il m'a ramené, c'est une poule qu'il avait trouvée dans la rue. Alors un sportif à fond,
Il a fait plein de sports différents tout au long de sa vie. Il a toujours été speed. Donc, il a commencé par le judo, il avait peut-être, je sais pas, 3 ans. Il a fait du tennis toute sa vie, quasiment. Des professeurs qui m'ont adressé des petits mots, quoi, quand c'est arrivé. Il faisait du VTT, il faisait partie d'un groupe de VTT, de VTTistes dans le cadre de son collège, quoi. Et la lettre que son professeur m'a adressée dit toujours, je souhaite à personne de perdre son enfant, mais je souhaite à tout le monde de recevoir une lettre comme ça. Et donc là, il dit bien que c'était le meneur, en fait, du groupe. C'était quelqu'un qui était très ouvert d'esprit, parce que bon, moi, je l'ai toujours habitué comme ça. On a beaucoup voyagé. Avant qu'il vienne au monde, moi, je voyageais. Et j'ai continué avec lui. Donc, il y avait pris goût, il adorait ça. C'était quelqu'un qui était aussi, comment dirais-je, alors, quand il y avait du monde, lui, c'était le centre d'attraction. Ça, mais quand il était à la maison, disons qu'il adorait notre maison. Il la voulait pour lui plus tard, hein. Genre, il m'a dit, «Toi, je te mets en maison de retraite», de toute façon, parce qu'il voulait la maison quand il serait plus grand. Et donc quand il était à la maison, par contre, il aimait être, au calme. Il passait beaucoup de temps dans sa chambre. Il avait un chien qu'il adorait, un chien qu'il avait depuis ses 4 ans. Donc il passait aussi énormément de temps avec son chien. Son chien, c'était son frère, quasiment. Oui, c'était quelqu'un qui était passionné par tout ce qui est véhicule à moteur et spécialement les voitures. Donc, il voulait être designer automobile. Il était connu partout pour ça. À l'école, à la récré, il s'asseyait sur des marches. Il avait sa pochette bleue, comme diraient ses copains, puis il dessinait toujours des voitures. Quand il était à la maison, bah, je mettais dans sa chambre, je mettais à son bureau, musique, et puis voilà, je dessine. Ou alors construction. C'était quelqu'un il adorait construire plein de choses, sa chambre, elle est restée telle qu'elle était. Il y a des Lego partout, des Kennex et tout. Il construisait. Alors, il voulait 3 enfants, acquis depuis longtemps, hein, dans sa petite tête. C'était trop beau. Enfin, il y a plein de jeunes qui, à cet âge-là, ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, que ce soit professionnellement ou autre. Lui, il avait tracé son petit chemin dans sa tête, quoi. C'était Louis. C'était un garçon qui était plutôt solitaire ou qui avait des copains qui se mêlaient facilement au groupe? Alors là, oui, quand il était à la maison, il était solitaire. C'est-à-dire, c'était son havre de paix, si vous voulez, la maison. C'était son coin tranquille où il faisait bah, ce qu'il avait à faire. Mais quand il y avait du monde, Louis, c'était le centre d'intérêt. À l'école, Louis était connu comme le loup blanc, quoi. Je veux dire, tout le monde connaissait Louis parce que Louis, c'était la rigolade, c'était toujours la bonne humeur. J'ai des dizaines et des dizaines de témoignages euh, d'enfants de troisième de son collège qui qui comprennent pas, quoi. Qui comprennent pas. Personne, de toute façon, personne n'a compris. Personne. Parce que c'est pas Louis. C'est pas Louis. Et oui, il avait ce trait de caractère. Oui, la tranquillité à la maison, il aimait bien. De temps en temps, bon, ben, une fois, quand il descendait de sa chambre, il prenait son chien, il allait faire un petit tour. Nous, on est à la campagne, donc derrière, c'est la campagne, il allait faire un tour derrière. Voilà, il faisait sa petite vie. Je lui dis, mais t'as pas un copain invité ou quelqu'un à aller voir? Il me disait, mais moi, je suis bien ici, je suis bien. Je dis, j'ai Armstrong, je dessine, j'ai ma chambre. Bon, il a une chambre qui fait 60 mètres carrés, hein, donc c'est une chambre, c'est une aire de jeu, quoi. Donc, et il se sentait très bien ici. Et quand il invitait les copains bah, pour ses anniversaires, c'était vraiment la fête. J'ai regardé des photos là. Ces jours-ci, mais c'était toujours, il était au centre, toujours au centre. J'ai certains de ses copains qui m'ont communiqué des photos que je n'avais jamais vues, qui ont été prises au sein de son collège, quoi. Il y a notamment une photo où ils sont tous en groupe dans la salle des sports. Et puis, bon, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont assis. Et vous en avez un qui est allongé au milieu de tout le monde. C'est qui? C'est Louis. Que oui, il mettait de la bonne humeur partout. Un mois avant que ce drame arrive, nous sommes allés aux 80 ans d'une de mes tantes. Et donc, on s'est retrouvés à la table d'une personne qui avait elle-même 80 ans.
Bon, moi, je connaissais depuis que j'étais enfant, mais j'avais pas vu depuis 30, 40, 50 ans peut-être, je sais pas. Et c'est pareil, c'est une personne âgée, qui a toujours été rigolote, qui a toujours beaucoup d'humour. Mais ils se sont entendus comme larrons en foire, comme on dit. Ils nous ont fait rigoler tous les deux. J'ai des photos avec elle, il l'avait jamais vue, lui, hein, où il la tient par le cou, voilà, vous pouviez lui mettre n'importe qui en face, il s'acclimatait, c'était instinctif chez lui, quoi. Il était toujours à l'aise. Même cette personne, hein, de toute façon, elle l'a vu que cette fois-ci. Après, quand elle a su, elle a dit, c'est pas possible, c'est pas possible. De toute façon, toutes les personnes qui ont connu lui vous diront, c'est pas possible. C'est en totale opposition avec ce qu'il était. C'est la question que j'allais vous poser, effectivement, Sylvie. Rien dans son comportement ne pouvait laisser penser qu'un jour, il mettrait fin à ses jours. Ah non, 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 ça je vous confirme rien. Si vous voulez, je vous raconte les dernières heures de Louis et vous verrez que c'est aux antipodes de se sauter la vie, quoi. Alors moi, je travaillais pas cette semaine-là, si vous voulez, et donc le jeudi soir, je lui ai dit que le vendredi, j'irais le récupérer à la sortie du collège et que nous irons faire des courses. Et donc le vendredi, je suis devant la sortie, donc qui se situe juste à côté de l'église, donc là pour Sainte-Maxence. Je suis sur les marches de l'église et puis j'attends. Puis au bout d'un moment, je vois un sweat rouge avec 4 ou 5 copains autour qui sort. Ils sont hilars, mais hilars, ils sont pliants d'eux. Je sais pas de quoi ils parlaient ni quoi que ce soit, mais ils sont hilars. Et moi, je suis sur les marches là, donc il le sait que je suis là pour lui. Je le regarde passer. Bon, il me jette même pas un regard, hein. Il est avec ses potes et il continue. Alors devant, il y a une place, donc il traverse la place. Je me dis mais c'est pas vrai ça. Je suis là et puis il regarde même pas. Il traverse la place et il s'engage dans la rue pour aller rejoindre le bus avec ses copains. Et moi, Sylvie, je cours derrière et puis j'appelle puis il m'entend pas. Donc au bout d'un moment, quand même, il tilt. Donc il fait salut aux copains, quoi. Et donc il revient avec moi. Donc ce soir-là, bon, on passe à la maison avant de partir en course. Et donc après, nous partons dans la zone commerciale donc, qui s'appelle Carrefour Venette, à côté de Compiègne. Nous allons à la Farfouille. Et là, il a une chambre qui est décorée sur le thème de New York. Et là, il voit une horloge sur ce thème. Et il me dit, ah, maman, j'aime bien celle-ci et tout. Et je lui dis, tu sais ce que tu fais, c'est bientôt Noël, tu la mets sur ta liste, hein, comme d'habitude, parce qu'il en veut tellement que je lui fais faire des listes, puis après, c'est moi qui choisis. Donc, il choisit des huiles essentielles pour la cheminée. On a un diffuseur et il aime bien quand ça sent bon. Donc, il choisit des huiles essentielles. Noël approchant, je m'arrête au déco. Notre maison est étincelante au moment des fêtes et il adore ça. J'ai toujours fait ça depuis qu'il est né. Et voilà. Et donc, lui, il part, comme d'habitude, au rayon des animaux. Puis d'un seul coup, il revient me trouver, puis il me dit, maman, il y a un perroquet pas cher. Parce que ça, c'est un de ses rêves, d'avoir un perroquet. Je dis, qu'est-ce que t'appelles pas cher? Il me dit 250 €. Je dis, t'es sûr de toi, là? Parce que c'est pas le premier qui voit et qui m'interpelle pour en avoir un. Donc, je vais avec lui, et je regarde la cage. Mais 250 €, c'est la cage, hein. Donc, Ouais. et en haut de la cage, il y a une autre étiquette, 1 500 €. Et là, c'est le perroquet. Je vais vous dire que si j'avais su, hein, j'aurais acheté son perroquet même pour quelques heures, hein. Et je m'en souviendrai toujours de ce perroquet. Il était tout gris avec une collerette rose autour du cou. C'était magnifique, quoi. Après ça, nous allons à la Générale d'Optique parce qu'il faut changer ses lunettes. Alors là, il fait rigoler la vendeuse, quoi, parce qu'il fait l'andouille. Nous allons dans le centre Carrefour, donc là, je le laisse au rayon multimédia. Moi, je vais faire quelques courses. Quand je le récupère, il est toujours à ce rayon. Il a une tablette dans les mains. Il me dit, maman, c'est celle-ci que je veux pour Noël. Il me demande de lui racheter des écouteurs. Et puis, je lui dis, j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire des lasagnes dans la semaine. Ah, il me dit, oh, moi, j'en mangerai bien ce soir. Donc, on repart au rayon traiteur, lui chercher des lasagnes pour le soir. Donc, on reprend la voiture. Alors, dans la voiture, mais franchement, on croit que c'est fait exprès. Nous parlons plein de sujets sur l'avenir, quoi. Donc là, il me dit, Louis, il est comme moi, il a un épi, là.
Donc il veut aller chez le coiffeur pour se couper les cheveux. Je lui dis: «Bah oui, il y a pas de problème, tu vas chez le coiffeur, hein». Donc il aura pas le temps d'aller chez le coiffeur, mais les cheveux sont coupés quand même parce que c'est lui qui nous coupera lui-même le samedi matin, hein. Je les ai retrouvés dans sa chambre après le drame. Ensuite de ça, il me dit donc il voudrait un banc de muscu. Nous parlons de partir au sport d'hiver parce il adore le ski. Nous devions changer de voiture. La nuit précédente, j'ai regardé sur Le Bon Coin. Alors lui, il voulait qu'on achète un PT Cruiser de chez Chrysler. Donc j'avais regardé donc la nuit précédente et là je lui dis: «Ouais, moi c'est pas mon truc, hein». Donc je lui dis: «Écoute, tu regarderas et puis après on demandera à quelqu'un, l'avis de quelqu'un de vraiment, professionnel quoi, à la limite avant d'acheter». Et il me pose la question, il me dit: «Et qu'est-ce que tu vas faire de Titine?» Parce que Titine, c'est notre voiture actuelle, c'est un HR-V. Je dis: «Bah, je vais la vendre». «Ah bah, tu as pas intérêt, hein». Tout ça, en fait, prouve qu'il avait des idées sur l'avenir, c'est ça? Des choses concernant oui, concernant l'avenir quoi, donc et puis après bon, nous arrivons à la maison, je sais pas, il est peut-être 21:00, 21:30. Donc il s'installe, dans le bureau, dans la télé, devant, un documentaire sur JFK. Moi je fais chauffer ses lasagnes. Il commence à cuisiner, il adore ça. Donc il passe sur Top Chef ou une émission dans ce style quoi. 23:15, il monte, se coucher. Voilà, la journée, elle se termine comme ça pour lui, quoi. Ça, Sylvie, c'est le 22 novembre, on est d'accord? Oui, 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 c'est le 22 novembre. D'accord, OK. Le lendemain matin, c'est le 23, on est samedi, c'est ça, le samedi 23 novembre? Oui, oui, tout à fait. Et ben, moi, j'émerge à 9:15 et il est déjà debout. Et il est déjà devant la télé, devant une émission de voiture, bien sûr. Moi, je suis un petit peu pressée parce que j'ai quelqu'un, un bricoleur qui doit venir. Bon, moi, je prends mon petit déj. Lui, on est devant son émission. Je sais que je lui fais chauffer des pains au chocolat. Après, bon, moi, je vais me préparer, je vaque à mes occupations et il y a le bricoleur qui arrive. Et le bricoleur, quand il repart, il referme mal le portail. Et donc, il y a ce fameux chien, Armstrong, qui est fugueur. Et voilà, Armstrong se sauve. Donc lui revient, me voir, s'aperçoit qu'il est plus là, me voir, il me dit: «Oui, c'est malin, le portail a pas été refermé, Armstrong il s'est sauvé». Bon, il y a et puis je dis: «Bon, on va faire comme d'habitude, on va aller le chercher». Donc on prend la voiture, puis on va chercher. Bon, on le retrouve au-dessus de chez nous là. Lui, il redescend à pied avec son chien. Je lui demande de ranger sa chambre avant de partir, parce qu'il doit partir chez un copain à 14:00. OK. Donc je lui demande de ranger un peu sa chambre. Bon, là, on s'embrouille un petit peu parce que le rangement de Louis puis mon rangement, c'est pas le même. Un ado, quoi. Je fais ce que j'ai à faire et lui redescend, donc il s'est douché, préparé, fait tout beau comme je fais toujours, c'est-à-dire que t-shirt noir à manches courtes. Alors je lui dis: On est le 23 novembre, tu peux pas mettre, quelque chose avec des manches, toi?» «Bah non, non, là, je mets froid». Il avait l'habitude de s'habiller en noir? Ah oui, 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 il aimait beaucoup le noir. Le noir, le rouge. Sa couleur préférée, c'était le rouge. Mais il adorait s'habiller en noir. Ben, tout blond, ça ressortait bien, quoi, le noir, lui qui était tout blond. Alors, quand il descend, il vient me voir. Moi, je suis dans le bureau et il me montre. Il a préparé un sac, bah, avec ses affaires de toilette, hein. Il a un autre sac où il y a dedans, non pas des jouets, mais il a une voiture, radiocommandée, je sais pas quoi là. Et puis dans les bras, il a son sac de couchage. Et là, il me dit: «J'ai pris mon sac de couchage, on sait jamais, ça peut servir». Ah, moi, je le regarde, puis je lui dis: «Ah bah dis donc, t'es motivé aujourd'hui, hein? On voit que tu vas chez Clément, hein. D'habitude, faut toujours te dire, t'as pensé à prendre ci, t'as préparé ça et ça». Alors là, bah, il attend que ça, hein, ouais, partir chez le copain. Vient l'heure du déjeuner, les 14:00 n'en sont plus très loin, donc il va se remettre, toujours devant la télé, devant les voitures, toujours et encore. Et là-dessus, moi, je suis dans la cuisine et à 14:13, je reçois un SMS de la maman du copain. Elle devait venir le chercher à 14:00 et là, elle m'informe qu'elle ne pourra pas venir avant 16:00. Donc moi, je traverse la maison, je vais le voir dans le bureau et je lui annonce. Réponse: «Ah non, pourquoi?» Je réponds: «Je sais pas moi, elle m'a pas donné d'explication, hein». Donc voilà, il est déçu et puis je reviens sur mes pas et Louis, depuis qu'il a 4 ans, donc il a son chien, mais il a aussi une chèvre et la chèvre est hébergée dans le corps de ferme de mes parents. Donc depuis que ma mère est décédée en août 2013,
Nous y allons tous les 2-3 jours à peu près. Non pas qu'elle ait besoin de nourriture, même si on lui met des granulés, mais parce qu'il faut à manger en herbe. Mais voilà, pour qu'elle ne soit pas toujours toute seule, quoi. Et donc là, nous y sommes allés le mercredi. Et ce samedi, donc, moi, je dois partir en course dans un magasin de bricolage. Si il part qu'à 16h, il a le temps d'aller nourrir Pépette, sa chère. Et comme ça, moi, je peux partir en course tranquille. Lui, il partira à 16h chez Clément. Et moi, je serai tranquille pour le week-end. J'aurais pas à y aller dans la soirée ou demain pour aller voir la chèvre. Donc, je fais demi-tour et puis je vais lui dire. Et il me répond, ah non, j'irai lundi. Et moi, comme une andouille, eh ben, je lui fais la morale. Toi, tu manges tous les jours. On n'y est pas allé depuis mercredi. Elle est toute seule. Et puis donc, il s'exécute. Il enfile son blouson. Et à 14h34, là, je suis devant une porte-fenêtre là, qui est dans la pièce où je me trouve. Et je le vois. Il part dans l'allée avec son chien pour aller nourrir sa chèvre. Donc voilà, moi, je finis de me préparer pour donc partir dans ce magasin de bricolage. Mais il y a plusieurs raisons qui font qu'il faut que je le voie avant de partir. J'ai un de mes voisins qui a ma tour d'ordinateur. Il a fait du tri dessus, du ménage, tout. Ce voisin, il m'a averti qu'elle était prête. Donc, j'ai échangé avec lui le matin à 14h34 où je lui envoie un SMS pour lui dire que on va passer récupérer la tour. Lui, par contre, ne le sait pas. On va récupérer la tour. Donc, lui, il part voilà, sans être prévenu que je vais le rejoindre. Bon, il y a ça. Il y a aussi l'histoire des clés. Il faut que je lui laisse les clés puisqu'il partira après moi. Donc, il faut absolument que je me rende au corps de ferme et que je le rejoigne. Ce que je fais, j'arrive devant le corps de ferme, il est 15h. Donc, lui a quitté notre domicile à 14h34. Le corps de ferme, je ne l'ai pas dit, mais il est situé à 200 mètres, c'est ça? Il est à 106 mètres, vous voyez la proximité? J'arrive à 15h devant le corps de ferme. Depuis que ma maman n'est plus là, on a une façon de barricader, quoi. C'est un grand portail de ferme en fer. Hein. En haut de il y a 2 battants. En haut de chaque battant, il y a des croisillons. Nous avons récupéré ce qu'on appelle une chaîne à vache avec des gros maillons assez longues et nous la passons dans les battants, les croisillons des battants, gauche et droite, par 3 fois. Elle fait 3 fois le tour de ces croisillons. Après, elle tient avec un gros cadenas. Et donc, pour y accéder, on est obligé de monter sur une pierre ou sur un parpaing. Et cette pierre ou ce parpaing, nous le laissons devant le portail, parce que quand nous allons refermer, nous en avons également besoin, de par la hauteur. Donc là, j'arrive, et la pierre ou le parpaing, je ne sais plus, n'est pas à sa place. Et puis, je regarde le portail, et donc c'est pareil. Quand nous rentrions dans la cour, nous avions une façon bien particulière de faire. Donc, ce que nous faisions, c'est que nous retirions le cadenas et que nous faisions simplement coulisser un petit peu la chaîne pour pousser le battant droit pour laisser un passage d'homme, quoi, en fait. Juste ça, quoi. Et une fois à l'intérieur, nous repoussions le battant droit et nous le calions avec une pierre ou voilà, quelque chose de similaire. Et donc, ce qui veut dire que le cadenas, normalement, était enlevé. Donc là, on l'a accroché côté cour intérieure de la ferme sur une petite patte là sur le portail. La chaîne, elle était un petit peu moins serrée puisque j'ai coulissé pour entrouvrir le portail droit. Et puis, alors là, par contre, moi j'arrive, donc il y a déjà pas la pierre. Et puis la chaîne, elle est remise dans d'une façon, mais alors totalement inhabituelle. C'est-à-dire que la chaîne, par la façon dont elle est remise, déjà, on voit qu'elle a été remise à la va-vite. Elle n'est pas du tout dans la position habituelle. La façon dont elle a été remise donne lieu à déduction qu'elle a été enlevée en totalité et remise à la va-vite. Cette chaîne, donc, qui normalement donc devrait faire les 3 tours entre les croisillons au portail, là, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une chaîne à vache, donc ce sont des gros maillons et au bout il y a une espèce de T donc qui permet de passer dans les maillons pour bloquer la chaîne, quoi. Et donc là nous avons ce fameux T
à l'une des extrémités de la chaîne, qui est coincée entre les croisillons du battant gauche. La chaîne poursuit son chemin, en fait. Elle passe à l'endroit où les deux battants se rejoignent. Elle continue sa course derrière le premier croisillon du battant droit. Elle descend de tout son long derrière le battant droit. Donc ça veut dire qu'elle a été enlevée en totalité. Donc je comprends pas bien. Enfin bon, ça m'alerte pas plus que ça. Je vais lui poser la question. Je rentre dans la cour. Quand vous rentrez, vous avez une grande cour qui fait en fait toute la superficie du corps de fer. Après, vous avez les bâtiments qui sont en continu. À l'arrière de ces bâtiments, les bâtiments font un U, si vous voulez. Au début, du côté gauche, la maison d'habitation, et puis les bâtiments s'enchaînent comme ça. Vous avez à l'arrière de ces bâtiments, vous avez une autre cour qui n'a pas un accès direct, puisqu'il faut passer sous un des bâtiments que nous appelons le garage pour y accéder. Quand je rentre dans la cour, je vois que la porte de la cuisine est ouverte. Ça, c'est totalement normal, puisque quand nous y allons, je lui ai appris à ouvrir pour aérer un petit peu, puisque c'est inhabité. Puis qui plus est, nous sommes 23 novembre, donc il y a un poêle à peler et nous l'allumons pour faire une chauffe. Voilà. Et puis donc, oui, la porte est ouverte, je rentre dans la cuisine, je vais dans la pièce principale où se trouve le poêle, je suis interpellée par le poêle, parce qu'en fait, il a rempli le poêle de pelé, il ne l'a pas refermé et pas mis en route. Et il a même mis trop de pelé dans le poêle, puisque moi, j'en retire 3 poignées parce que je ne peux pas rabattre le couvercle. À ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout, quoi? Je comprends pas. J'ai toujours pas imaginé ce qui m'attend. Donc, la suite de ça, je le cherche dans la maison, parce qu'au début, je me dis, peut-être qu'il est parti au petit coin, quoi, je sais pas. Donc, je le cherche, je monte à l'étage, personne. Je ressors dans la cour devant, je l'appelle, pas de réponse. Je me dis, bon, il est comme sa chèvre est hébergée dans la cour de derrière qui est enclavée, je me dis, il est derrière avec ses animaux et il ne m'entend pas. Et donc là, je me dirige vers ce fameux bâtiment-là qu'on appelle le garage. Vous avez ce bâtiment, si vous voulez, vous avez une grande porte coulissante qui doit faire 3,50 m, peut-être 4 mètres pour le fermer, l'entrée, quoi. Cette porte, elle n'est ouverte que pour le passage d'un homme aussi, c'est tout, jamais plus. Et donc je passe cette porte coulissante, je traverse le garage, et au bout, il y a donc une porte qui donne sur la cour arrière. Quand on ouvre cette porte, on tombe d'abord sur un appentis. Cette cour et cet appentis servaient pour sa chèvre. Et donc là, quand j'ouvre cette porte, eh bien, mon fils est là sous l'appentis. Il est pendu. Il a les pieds au sol et les jambes fléchies. Moi, la première chose que je fais, c'est chercher quelque chose pour le détacher, couper le lien, quoi. Alors quoi? Où? Ça fait plus de 12 ans que je cherche. Je sais plus. J'ai coupé le lien au niveau du nœud, puisque ça m'a été reproché, comme si j'allais laisser mon fils comme ça. Si les investigations étaient faites correctement, l'objet avec lequel j'ai coupé aurait dû être retrouvé sur place. Je suis pas allée l'enlever après. Et je sais plus avec quoi j'ai coupé. J'arrive pas à me souvenir. Parce que j'étais dans un tel état. Donc, par contre, je me souviens très bien de ce que je ressentais. Quand je coupais, je me suis dit, pourvu qu'il tombe pas d'un seul coup par terre. Pourvu qu'il s'affaisse doucement. Parce que ça, c'était... Et il s'est affaissé doucement. Donc là, j'ai commencé le bouche à bouche, j'ai commencé à lui donner des claques, à le secouer, ce que je pouvais, tout en essayant d'appeler les secours, mais j'étais incapable de les appeler parce que je tremblais de tous mes membres. Impossible, en fait, de mettre les doigts sur les touches de mon téléphone pour appeler les secours. Impossible. Tellement j'étais dans un état de tremblement. J'essayais, mais voilà, entre le secourir et essayer d'appeler les secours. Et puis, le matin, j'avais eu certaines personnes au téléphone. Et en fait,
un moment, j'ai tilté, et j'ai réussi à faire, un renvoi sur le numéro de quelqu'un que j'avais eu, le matin. Donc là, il était 15h07 ce moment-là exact. La personne n'a pas répondu, je lui ai laissé un message, et puis, donc ne répondant pas, bah, après, je me suis occupée de Louis. J'ai eu une de mes sœurs le matin, donc après j'ai fait un rappel sur son numéro à elle, et donc là, c'est mon beau-frère qui a décroché, qui ne m'a pas pris au sérieux, comme si, je lui hurlais, «Daniel, Daniel, appelle les secours, Louis il est pendu à la ferme, j'y arrive pas, j'y arrive pas». Et l'autre, bah, il a pris ça, il me dit: «Oh, qu'est-ce que tu me racontes?» Voyant qu'il me prenait pas au sérieux, j'ai raccroché illico presto. Là, j'ai tout traversé et je suis repartie dans la rue. Il y avait des voisins qui arrivaient en voiture. Je me suis jetée sur leur voiture en leur criant, «Aidez-moi, aidez-moi, mon fils est pendu». Ce moment même, il y avait le voisin d'en face, donc mon beau-frère qui m'avait pas pris au sérieux, avait tout de même joint le voisin d'en face en lui demandant d'aller voir ce qui se passait. Donc, quand j'arrête ces personnes, il y a le voisin d'en face qui arrive. Donc moi, je leur crie ça et je cherche pas plus loin, hein. Je tourne le talon et je retraverse tout et je vais auprès de Louis, essayer de le secourir et tout. Bon, les personnes donc, du véhicule stationnent. Il y a 4 personnes dans ce véhicule. Donc il y a les parents et il y a 2 filles. La plus jeune a 9 ans, donc elle reste dans le véhicule, elle. Elles font pas descendre. La plus vieille est majeure, donc, et puis les parents. Et donc la maman qui travaille en milieu hospitalier et bien, me cherche parce qu'elle connaît pas les lieux, et comme moi je suis dans la cour arrière qui est complètement enclavée, c'est pas évident quoi quand on connaît pas les lieux. Donc elle finit par me trouver et elle prend relais auprès de Louis, quoi. Moi je m'assois, sur les marches là qui est entre le garage et entre l'appentis. Il y a pas de mots. Alors de leur côté, donc les 3 autres personnes donc sont restées au portail. Le papa, la fille aînée et le voisin sont restés au portail. Quel portail est fermé. Il y a les animaux de Louis qui vont et qui viennent, donc pour pas qu'ils se sauvent, le portail est fermé pendant un moment. Ces 3 personnes donc sont au portail et à un moment donné, ils aperçoivent le camion de pompiers qui se dirige vers les lieux. Le camion s'apprête à faire une marche arrière devant une école qui est située quoi, à 50 mètres. Et il s'apprête à bien faire une marche arrière parce que la personne qui les a prévenus, comment dirais-je, ne leur a pas donné la bonne adresse. Elle leur a donné le 3 rue des Écoles et en fait, c'est le 3 rue Basse. Parce que les rues sont en continuité, si vous voulez. Donc c'est pas volontaire, hein, c'est trompé. Donc des 3 personnes, quand ils aperçoivent le camion de pompiers qui va amorcer son demi-tour, la fille aînée et le voisin courent à sa rencontre. Ça indique le lieu aux pompiers et donc qui reprennent, ben, leur course, et quand ils arrivent, ils rentrent directement dans le corps de ferme parce que le portail a été ouvert par le père et donc ils stationnent dans le corps de ferme à 15h23, très exactement. Ils stationnent devant la grande porte coulissante qui sert à fermer le garage. Mais il faut savoir, lorsque ces 3 personnes aperçoivent le camion de pompiers en train d'amorcer un demi-tour, 2 partent à sa rencontre. Donc, tournent le dos à l'entrée du corps de ferme. Après, une fois qu'ils sont au niveau du camion, bon ben, ils parlent avec les pompiers, même si c'est furtif, mais voilà. Le camion reprend la bonne direction. Les 2 personnes qui ont couru reviennent à pied derrière le camion. Donc, elles n'ont pas de vue sur l'entrée du corps de ferme, à nouveau. Et puis, bon, elles ont couru, elles sont peut-être essoufflées, elles regardent pas forcément vers l'entrée, quoi. Et le père, lui, au moment où les 2 personnes se mettent à courir vers le camion, le père, lui, il ouvre le portail pour faire gagner du temps aux pompiers, quoi. Et ensuite, il vient donc sous l'appentis, où il y a son épouse, Louis et moi. Moi, je suis assise dans le passage sur les marches. Il me fait lever et il y a des chaises de jardin là, dans ce qu'on appelle le garage.
Donc il prend une chaise de jardin et il me fait asseoir sur une chaise de jardin, là, dans le garage. Et donc il me fait asseoir du côté gauche. Donc à ce moment-là, la grande porte coulissante, elle est ouverte pour le passage d'un homme, simplement. Donc, son épouse, moi et lui, n'avons pas de vue sur la cour de devant. Alors, les deux personnes qui ont été à la rencontre du camion ne regardent pas forcément ou font pas attention. Nous, on n'a pas de vue dessus. Je vais vous dire pourquoi. Au mois de décembre 2013, nous sommes convoqués à la brigade de recherche de Senlis. Et là, nous apprenons que deux pompiers, dont les conducteurs du camion, ont mentionné dans leur déposition qu'à 15h23, quand ils ont stationné dans la cour, un véhicule utilitaire blanc était garé dans cette même cour, à 15h23. Alors que ce véhicule n'est pas là à 15h quand moi j'arrive. Le mardi 26. Bon, moi, j'ai été hospitalisée, mais j'ai un compagnon, mais on ne vit pas ensemble parce qu'il y a une certaine distance. Donc, ils se sont arrangés pour que je reste hospitalisée. Je ne me retrouve pas toute seule chez moi. Mais j'ai dit OK, mais je vous prie, l'après-midi, je ne suis pas là, je vais voir mon fils, déjà. Donc, OK. Donc, je revois Louis le lundi. Alors déjà, quand je le revois, je suis avec mes sœurs et puis une amie. On constate toutes que Louis, il a une griffe là, sur l'arête droite du nez. Et une belle. Donc déjà, ça nous interpelle parce que de toute façon, il n'y a personne qui pense que c'est un acte volontaire. Personne. Donc voilà. Et puis le mardi, donc j'ai une voisine avec laquelle je me relaie, enfin on se relaie, pour emmener nos enfants au collège. Caroline vient me voir, elle rentre dans la chambre d'hôpital et commence à parler. Et tout de suite, je lui dis, c'est pas possible, Caroline, c'est pas possible, c'est pas lui qui a fait ça. Je dis. Et elle comprend pas non plus, parce que. Et je lui dis, il faut que je fasse le tour des voisins, voir s'ils n'ont pas vu quelqu'un ou un véhicule suspect. Et puis là, ni une ni deux, j'ai pas eu à chercher loin. Caroline me répond, tu sais, moi, je suis passée dans le corps de ferme de tes parents samedi. Et elle me dit, le portail était grand ouvert. Et j'ai aperçu un véhicule utilitaire garé dans la cour. Alors là, je le regarde, puis je lui dis, mais t'es passé à quelle heure? Elle me dit, écoute, le cours de dessin de Léa est à 15h dans un village à quelques kilomètres. Le cours est à 15h, nous sommes arrivés à 15h10. Donc, j'ai dû passer devant chez tes parents entre 14h45 et 14h55. Et donc là, le portail était grand ouvert. Il y avait un véhicule utilitaire blanc garé à un endroit et pas visible en totalité de la rue, mais elle a pu dire que c'était un véhicule utilitaire blanc, ancien, tôlé sur les côtés à l'arrière. Et à 15h23, quand les pompiers donc stationnent, deux des pompiers disent qu'il y a ce même véhicule, même description, garé au même endroit. Ce qui veut dire que le véhicule est revenu sur place. Très rapidement, très furtivement. À mon avis, au moment où les deux personnes se dirigent vers le camion de pompiers, le père ouvre le portail, il vient nous rejoindre derrière. On est sous le garage, on voit, donc on n'a pas de vue sur la cour devant. Et à mon avis, le véhicule est revenu à ce moment précis. Quand les pompiers sont entrés, donc le véhicule a dû, la façon dont il était garé, à l'endroit où il était garé, il avait une marche arrière à faire, et puis allez, après tout droit, il prenait la rue juste en face, le portail, et il était très vite disparu de la vue de tout le monde, quoi. Donc voilà, ce véhicule est revenu sur les lieux. Donc revenu sur les lieux, pourquoi? Pour chercher quelque chose qu'ils ont oublié et que nous avons trouvé. La façon et le lieu où est garé le véhicule, si vous prenez la configuration du corps de fer, quand vous êtes devant le portail, vous avez une rue qui part à droite, une rue qui part à gauche et une rue qui part en face.
Donc, ils ont pris la rue qui partait en face, à mon avis, et puis ce qui leur a permis de ne plus être visibles très rapidement, quoi. Et pourquoi ils sont revenus? Pourquoi ils sont revenus d'après vous? Le dernier week-end d'août 2014, donc 8 mois, 7-8 mois après les faits, nous avons trouvé donc un objet à 2 mètres de l'endroit où j'ai trouvé Louis. Cet objet était posé sur l'appentis où j'ai trouvé Louis. Cet appentis, il a un toit cathédral, donc il n'y a pas de plafond. Donc vous avez les poutres transversales qui tiennent la toiture. Et sur ces poutres transversales, vous avez des vieilles planches. Ces planches, elles sont, vous l'imaginez bien, maculées de poussière, hein, mais épaisseur poussière. Surtout qu'en plus, donc c'était un poulailler, donc il n'y a pas que de la poussière. Et puis donc ce fameux week-end 2014, à chaque fois qu'on y va à plusieurs, on cherche, hein, toujours, mais même toujours actuellement, hein, on cherche. Et j'ai encore découvert quelque chose dernièrement. J'étais avec mon compagnon, et puis lui est parti à l'endroit où j'ai découvert Louis, sous ce fameux appentis. Et là, sous ce fameux appentis, donc il y a une vieille échelle en bois. Et lui, il a eu la curiosité de monter sur cette échelle, de regarder en fait sur les planches là souillées de poussière. Il a trouvé une hache indemne de poussière, une hache qui n'a laissé aucune trace sur les planches. Donc, que faisait-elle là? Si les enquêteurs avaient fait leur travail correctement, ils auraient dû le trouver. Mais voilà, comme rien n'a été fait correctement, ils ont tout bâclé. C'est nous qui l'avons trouvé. Et à la suite de ça, le juge n'a pas voulu la prendre au scellé. Il a fallu que j'aille en appel. Je me suis battue pendant 1 an pour qu'ils prennent en compte cette hache. Alors, cette hache, elle a été analysée. Il aurait fallu des analyses complémentaires. La juge nous les a refusées, comme tout. Donc, et moi, j'ai fait appel, mais bon, j'avais un problème d'avocat à cette époque-là. Il y a eu un vice de forme. Et ben, mon appel a été rejeté. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'analyse complémentaire. Mais voilà pourquoi, à mon avis, ils sont revenus. Parce qu'ils ont laissé, je pense que, oui, ils ont laissé cette hache. Parce que qu'elle ne soit pas poussiéreuse, ça implique qu'elle n'était pas là depuis longtemps. Mon père est décédé en 2011. Il avait déjà 87 ans. Donc, il y a longtemps que, je veux dire, que les bâtiments ne servaient plus à rien. Et puis, oui, parce que la juge n'a pas voulu nous la prendre parce qu'en fait, les lieux n'ont pas été mis sous scellé. Est-ce ma faute, moi? Pas de ma faute s'ils ont tout bâclé. Selon elle, la hache a pu être mise là par n'importe qui après les faits. Corps de ferme, quand même, ça représente certaines superficies. Il y a pas mal de bâtiments. On va choisir cet endroit pour mettre la hache. Vraiment tordu, je sais pas quoi. Mais plein de choses comme ça. Tout pour ne pas la prendre en compte. Quoi. Mais c'est comme toute l'enquête. Hein, de toute façon, toute l'enquête est comme ça. Tout à l'heure, vous parlez et on parle finalement, on dit «il» en parlant de cette camionnette blanche, de ce van blanc. Est-ce que vous, depuis toutes ces années, depuis 13 ans maintenant, vous avez une idée de ce qui a pu arriver à votre fils, une intime conviction? Ah oui, moi je l'ai, cette intime conviction. Le corps de ferme est inhabité depuis août 2013. Nous y allons de temps en temps. Le système de fermeture du portail donc n'est plus le même. Il a été renforcé donc avec la grosse chaîne et le cadenas. Des personnes devaient passer devant régulièrement. Ils ont vu que voilà, c'était fermé comme ça. Donc ça laisse sous-entendre que le lieu est inhabité. Et puis ce jour-là, elles ont dû passer et en fait, Louis avait enlevé le cadenas. Et je pense que la façon dont il a fait coulisser la chaîne, les extrémités de la chaîne étaient pendantes, si vous voulez, côté rue. D'habitude, si vous voulez, quand c'était fermé par le cadenas, on le voyait de la rue. On voyait bien que les deux extrémités de la chaîne étaient jointes par ce cadenas. Là, à mon avis, les deux extrémités pendaient côté rue. Et ils se sont dit, tiens, c'est pas fermé par un cadenas. On va aller jeter un coup d'œil. Enfin bon, il faut être, excusez le terme, mais il faut être sacrément culotté, hein, parce que quand ils sont passés, le portail était fermé, comme je vous ai dit, hein, la façon dont dont on l'ouvrait toujours.
Et puis lui, avec son chien qui justement était fugueur, il risquait pas de le laisser entrouvert ou quoi que ce soit, parce que Armstrong se serait sauvé, quoi. Donc, il a fallu qu'ils enlèvent la chaîne. Donc la chaîne, je vous prie de croire que quand vous l'enlevez, ça s'entend, hein. Et quand vous ouvrez le portail, étant donné la vétusté du portail, ça s'entend aussi. Et les voisins, ils peuvent percevoir le bruit aussi, hein. Donc là, ils ont enlevé la chaîne et se sont permis d'ouvrir le portail en grand. Or, à ce moment-là, Louis est au poêle à peler, en train de le remplir. Alors, pour comprendre, il faut visualiser un petit peu la pièce où se situe ce poêle. Vous prenez donc un rectangle. À l'extrémité qui donne sur la cour arrière, il y a le poêle à peler. Et à l'autre extrémité qui donne sur la cour devant, il y a une porte vitrée. Et donc, quand vous êtes au poêle à peler, vous apercevez le portail. Donc, il a dû être interpellé, en fait, par le bruit du portail, puisque la porte de cuisine était ouverte. Donc déjà, il a dû entendre que le portail s'ouvrait. Il a dû regarder par cette porte-fenêtre. Il a dû voir le véhicule rentrer et il a dû sortir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Le connaissant, il a dû leur dire vous n'avez rien à faire ici ou quelque chose comme ça, quoi. On avait déjà eu des visiteurs, même quand mes parents étaient là. Hein, c'est pas la première fois qu'on avait des visiteurs parce que des fermes comme ça qui ne sont plus en activité, ben, on vient voir ce qu'on peut voler, hein, donc voilà, quoi. Et donc à cette époque-là, si vous voulez, moi j'étais encore hospitalisée, hein, mais comme je vous ai dit, je sortais l'après-midi, et donc je me suis renseignée sur les vols qui avaient pu être commis concomitamment ce 23 novembre. Hein. Il y a une ferme là qui se situe à environ 3 kilomètres de chez nous. Ben, c'est pareil, ils ont été cambriolés. On leur a sifflé le gasoil dans le réservoir d'extracteur. On leur a volé un utilitaire blanc, mais le vol a eu lieu après ce qui est arrivé à Louis. Donc, c'est pas cet utilitaire-là qui a servi le jour du meurtre de Louis. Je suis allée voir également un couple de personnes âgées qui habitent 400 mètres de chez moi. Et pour arrondir leur retraite, en fait, ils élèvent des volailles. Et puis, spécialement pour Noël, quoi. Donc, je suis allée les voir début décembre. Bah, en fait, un matin, ils sont levés, il y avait plus de volailles, quoi. Donc, c'est quand même, voilà, ça, c'est des points communs. Je veux dire, c'est quand même le milieu agricole, c'est quand même les visites qu'on a déjà eues peu de temps avant, l'été 2013. Donc, ma maman totalement invalide, donc on avait mis une organisation pour que du personnel qui s'occupe d'elle, quoi. Et puis donc, début d'après-midi, elle était avec une personne, là. Elle entend frapper à la porte de cuisine. Elle est occupée avec ma mère, donc elle pouvait pas y aller tout de suite. Mais elle n'a pas eu le temps d'y aller puisque la personne est rentrée carrément dans la maison. Donc là, elle s'est déplacée, puis elle lui dit qu'elle n'allait pas rentrer. Et la personne a rebroussé chemin, regardé partir, et en fait, il y a une deuxième personne qui sortait de sous les hangars. Et dans l'heure qui a suivi, j'ai une voisine un petit peu plus loin qui a été cambriolée. C'est assez dingue parce qu'on a l'impression vraiment que il n'y a pas eu d'enquête et que vous avez découvert au fur et à mesure des choses. Est-ce qu'il a été question d'ADN, d'un ADN ou pas? Est-ce qu'on a trouvé un ADN quelque part? Oui, mais il faut que je vous raconte comment se sont passés les jours suivants. Parce que ça vaut le coup d'être dit quand même. Donc le jour même, donc vous avez les pompiers qui sont arrivés à 15h23. On fait ce qu'ils ont pu. Vous avez le SMUR qui est arrivé à 15h55. Moi, on est venu me dire désolé madame, on n'a pas réussi à le récupérer, il était 16h10. Vous avez un médecin du SMUR qui délivre un certificat de décès avec un obstacle médico-légal. C'est normal, c'est une mort inexpliquée, inexplicable. C'est un mineur de moins de 15 ans, donc voilà, c'est tout à fait normal. Vous avez donc, dans ces cas-là, l'obligation de faire passer un légiste sur le lieu. Donc nous avons donc des gendarmes de la brigade de Pont-Sept-Maxence là, qui sont sur les lieux. Et nous avons le directeur d'enquête, il appelle le légiste de l'hôpital de Creil pour qu'il passe sur les lieux. Le légiste vient à 17h30. Louis est dans un endroit totalement dépourvu d'électricité, quoi que ce soit.
Le légiste fait un constat, il ne mentionne qu'un saignement de la narine droite. Il voit rien d'autre. Je vais être grossière, mais c'est pas grave, ce porc, moi, c'est comme ça que j'appelle les gens qui conduisent de telle sorte, a entièrement déshabillé mon fils, l'a laissé entièrement nu sur la terre battue, des excréments de sa chair et des trous de nuisibles à proximité. Voyez le respect. Il y a plein de choses, si vous voulez, on ne m'a pas dites, que j'ai apprises le jour en juillet 2017, quand j'ai pu pour la première fois prendre lecture par moi-même du dossier. Il a laissé comme ça. Et ça, je le sais, des dépositions des pompes funèbres qui sont venus à 19h pour récupérer la dépouille de Louis et qui l'ont découvert comme ça, à la lumière de leur téléphone. Et il y a également, ils ont auditionné la thanatopracteuse qui s'est occupée de lui et qui a pas manqué de mentionner son étonnement de découvrir qu'il était entièrement nu, quoi. Alors ça, moi, ça passe pas, quoi. Donc le légiste est venu, donc il a seulement mentionné le saignement de la narine droite. Pourtant, vous avez toutes les personnes qui sont passées sur les lieux ce jour-là ont été auditionnées, hein. Donc les membres du SMUR, des pompiers, tout le monde. Vous avez certains intervenants, de ces intervenants, qui dans leur déposition mentionnent que Louis avait la griffe sur le nez. Vous avez des intervenants qui, il y a une dame qui dans sa déposition dit je suis accroupie à côté de lui, je regarde et je comprends pas comment il a fait, je comprends pas comment il a pu faire. Vous avez à 19h quelqu'un de la famille qui arrive sur les lieux, qui demande à voir Louis. Il y va avec un gendarme. Le gendarme dit à cette personne, c'est drôle, je n'ai jamais vu quelqu'un se pendre comme ça. Ça n'interpelle personne. Concernant l'obstacle médico-légal, et après donc le légiste passe, et après le gendarme, j'ai cité son nom, moi j'en ai rien à faire, hein, de toute façon, adjudant-chef de la brigade de Pont-Saint-Maxence, faut assumer, hein, de temps en temps. Donc lui, ils appellent avec le légiste le substitut du procureur. Ils font lever l'obstacle médico-légal, qui est pourtant impératif quand il s'agit d'un mineur, hein. Donc, comme je vous ai dit, Louis part au pont funèbre. Donc, s'il avait des traces ADN ou quoi que ce soit sur lui, Dieu, traces ADN. À partir du mardi où j'ai connaissance donc de la présence du véhicule, quand la témoin me fait part de ça, tout de suite, moi, je prends mon téléphone, j'appelle cet adjudant-chef pour lui communiquer l'information parce qu'elle est quand même cruciale, quoi. Et prend note. Le témoin l'appelle tout de suite derrière moi, lui dit texto, faut-il que je passe déposer maintenant compte tenu de l'importance? Je vous rappellerai. Ce monsieur ne l'a jamais rappelé. Le témoin est allé déposer spontanément le 30 novembre, le lendemain des obsèques de Louis, parce qu'il ne l'avait pas rappelé. Il n'avait rien dit à personne. Ce n'était pas remonté au procureur, ni nulle part. Quand la brigade de recherche a été nommée le 9 décembre, première question qui m'a été posée, comment se fait-il qu'on n'ait pas été avisé dès le 26 de la présence du véhicule? Je me demandais l'adjudant. Parce que lui, il a été avisé, hein. Donc, à partir de ce mardi, si vous voulez, où j'ai connaissance de ça, chaque jour, je vais voir mon fils. Mais après, nous sommes là plusieurs, nous venons sur les lieux. Et nous avons donc ce fameux adjudant qui vient également. Pour vous donner des exemples, je lui dis, il faut prendre la chaîne du portail, puisqu'ils l'ont manipulée, puisqu'ils ont ouvert le portail. Non, mais elle est trop rouillée, l'ADN, ça donnera rien, l'ADN. Nous avons pris la chaîne du portail, ma sœur et moi, nous l'avons mis de côté dans un sac plastique jusqu'à ce que la BR soit nommée. La chaîne a été analysée, il y a trop d'ADN sur la chaîne pour pouvoir en sortir un seul, quoi, quelque chose de valable. Je lui dis pour le lien qui a servi pour lui, il faut prendre le lien, il faut l'analyser. Alors c'est un lien en cuir qui est pas très large. Réponse de cet adjudant, non, mais avec la matière, l'ADN, il adhère pas là-dessus. L'ADN, je me mettrai en colère pour qu'il le prenne. Le lien a été analysé, nous avons un ADN inconnu dessus. Je lui dis, il faut prendre les traces
de pneus du véhicule, l'endroit où il a stationné. Sauf que ce monsieur, le jour dit, normalement, il devait empêcher tout véhicule de rentrer sur les lieux. Il ne l'a pas fait. Donc la personne qui vient à 19h stationne exactement au même endroit que le véhicule, l'utilitaire. Eh bien, c'est les traces de ce véhicule qui sont relevées et non pas celles de l'utilitaire. Un jour, donc, il y a mes sœurs, il y a un de mes beaux-frères qui est là, et nous sommes devant la maison, là, il y a une espèce de plaque en béton, là. Et donc, nous sommes là, et juste après, donc, commence l'herbe. Et là, je regarde le sol, et je vois des allumettes au sol. Chez nous, personne ne fume, hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'elles font là, ces allumettes? Alors, il est là, il les regarde. Oui, mais elles sont anciennes. Je dis, mais vous rigolez, non? Je dis, le bois, il est tout propre. Elles ont simplement été allumées, le bois, il est tout propre. Je me mettrais en colère pour qu'il les ramasse. Juillet 2014, j'ai rendez-vous avec le deuxième juge. Fin de rendez-vous, je lui dis, et les allumettes, ça donne quoi? Les allumettes? Quelles allumettes? J'ai pas d'allumettes au dossier. Alors, je lui explique les circonstances. J'ai dit, vous le faites convoquer, hein? Eh bien, tenez-vous bien, ce monsieur a substitué les allumettes. Alors, il a prétendu que c'était les siennes. Qu'est-ce qui nous le prouve? Parce que Louis avait une brûleur de cigarette sur l'avant-bras gauche. Ça, on l'a pas dit, effectivement. Le fait est que ce monsieur, donc, si c'était ses allumettes, il a, il a sali une scène de crime. Si c'était pas ses allumettes, il a substitué des pièces à conviction. Il a l'affront de me dire, c'est quand je lui demande de prendre les traces du véhicule, de me dire que ce n'est pas parce qu'il y a un véhicule sur les lieux qu'il a à voir avec la mort de mon fils. Mon fils, il vient nourrir sa chèvre. Il est ici, il part à 14h34 pour aller jusqu'au poêle à peler. Il faut environ 6-8 minutes. Hein. Il laisse tout comme ça en plan. Moi, j'arrive à 15h et je retrouve mon fils mort. On apprend 2 jours après qu'il y avait un véhicule. Et il n'a rien à voir, le véhicule. Je dis, mais il est venu faire quoi, alors? Tout. Parce qu'en fait, il sait très bien, si vous voulez, ce monsieur, qu'il a tout gâché le jour même. Donc, il se protège. Donc, il substitue les allumettes. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes à lui, mais voilà, on n'en sait rien. Il veut pas prendre les traces de véhicule, il veut pas prendre la chaîne, il veut pas prendre la corde. En fait, il veut rien prélever, quoi. Aujourd'hui, là, en 2026, en mars 2026, là, au moment où on enregistre l'échange, concrètement, on en est où? Est-ce qu'il y a une enquête qui peut être réouverte? Vous en êtes où? Ah, mais l'enquête est ouverte, hein. D'accord. C'est-à-dire que la première enquête, donc, a été ouverte le 9 décembre 2013. Et donc, le magistrat, le juge qui l'a ouvert, en fait, d'après sa première commission rogatoire, est parti sur un homicide. Même si ça n'a pas été ouvert pour homicide, mais il est parti sur un homicide. Donc, mais le problème, c'est que ce juge, donc, au bout d'1 mois, il était muté. Et que, de même, il y a 2 personnes qui ont fait leur boulot sur le dossier, si vous voulez. Lui et un adjudant-chef de la brigade de recherche de Senlis. Et cet adjudant-chef de la brigade de recherche de Senlis, c'est pareil. Un jour, je l'appelle. Je suis désolée, madame Kellin, je peux plus rien pour vous. Ils m'ont muté à Abbeville. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, nous avons des investigations qui ont été demandées par le premier juge, le 9 décembre 2013, qui ne sont pas faites. La liste des véhicules a été demandée donc par cette commission rogatoire. La liste de véhicules est au dossier depuis 2014. Depuis 2014, on me dit qu'elle est inexploitable. En quoi une liste avec des noms et des immatriculations de véhicules est-elle inexploitable? Qu'on me l'explique, hein, je le demande, mais j'ai pas de réponse. Il y a évidemment plein de choses à dire sur cette affaire. On a essayé d'être le plus précis possible avec Sylvie, mais on peut pas tout détailler forcément ici. Ce qui est important de savoir pour terminer cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, donc, le dossier a été rouvert pour homicide. À l'époque, il avait été classé trop rapidement, vous l'avez compris. Et donc, il y a ces éléments qui sont aujourd'hui en notre possession. On peut les rappeler, ces éléments importants qui tendent à montrer que
une ou plusieurs personnes sont à l'origine de la mort de Louis, ce fameux fourgon blanc qui a été vu dans la cour, qui a été vu stationné dans la cour de la ferme juste avant la découverte du corps. Ce pompier volontaire qui a confirmé cette observation, vous l'avez entendu, Sylvie nous l'a expliqué, il y a cette brûlure de cigarette sur l'avant-bras gauche. D'où vient cette brûlure de cigarette ? Louis ne fumait pas, je rappelle, il avait que 14 ans. Des filaments du lien qui sont retrouvés sous les ongles de Louis. Louis a essayé de se défaire de ce lien, c'est ce qu'on comprend. Il y a du sang qui a été retrouvé d'ailleurs sous les ongles de Louis, qui prouve qu'il a essayé de se débattre. Il y a les lunettes de Louis qui ont été retrouvées au sol avec ce verre droit brisé, désolidarisé des lunettes, et puis cet ADN, il faut le rappeler, cet ADN qui a été retrouvé sur le lien en 2014, un ADN pas identifié, ADN inconnu, qui est ressorti en 2018 sur un vol à la roulotte qui a été commis à moins de 10 km de là où Louis a été retrouvé mort. Ça, c'est quand même un élément très étrange. Il y a donc cette question, qui est à l'origine de la mort de Louis ? Et surtout, c'est aussi pour ça que Sylvie se bat aujourd'hui. Est-ce que cet ADN peut matcher ? C'est pour ça que Sylvie veut que le dossier soit repris par le pôle Cold Case de Nanterre, qui va pouvoir essayer de faire matcher cet ADN retrouvé dans ce fameux fichier qu'on appelle le FNAEG, le fichier qui permet en fait de faire matcher un ADN avec un ADN nouveau, avec un ADN ancien. Si par exemple l'ADN qu'on a retrouvé en 2018 est déjà dans ce fichier, il pourrait peut-être matcher avec quelqu'un. Et si l'ADN de 2018 match dans le fichier, ça veut dire que la personne qui a commis le vol à la roulotte est aussi à l'origine de la mort de Louis. Bref, il y a vraiment plein de choses étranges dans cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez retrouver Sylvie sur les réseaux sociaux, puisqu'elle est très présente et elle essaie de continuer de faire parler de l'histoire de Louis. N'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas, vous le voyez, la vérité n'est jamais très loin. Salut.